Bienvenue dans ce nouveau numéro de 300 millions de critiques. Nous sommes dans une des salles de répétition de la Philharmonie, de cette magnifique Philharmonie donc, que vous trouvez dans le nord de Paris. On rencontre les plus grands musiciens du monde dans une programmation qui, vous le savez, est une programmation diverse, essentielle et classique. Mais il y a aussi du jazz, de la pop et beaucoup d'autres choses, beaucoup de découvertes. Nous sommes avec François Driclès, qui est le patron de Christie's France. Mon cher François, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir car vous allez vendre un ensemble d'œuvres qui est absolument exceptionnel puisqu'il s'agit de la collection, en tout cas d'une partie de la collection Rockefeller. Or, on sait que Madame Rockefeller, mais il y a très longtemps, Abby Rockefeller fut à l'origine du MoMA. Donc, cette aventure pour Christie's est très importante. Et évidemment, la première question est toute simple. Comment avez-vous mis la main sur les Rockefeller? Cela étant dit de ma part, sans que ce soit péjoratif. Alors, ça n'est pas moi qui m'en suis occupé directement. Hein. C'est une vente qui va avoir lieu chez Christie's à New York, au Rockefeller Center, justement là où Christie's est installé. Et c'est une affaire qui a été conclue il y a déjà 4 ans. Et nous avons fait une offre qui a été considérée comme la plus favorable par les trustees de la famille Rockefeller. Et donc, nous avons été sélectionnés pour organiser la vente une fois que le détenteur des œuvres allait mourir, enfin était mort, et il est mort à 104 ans ou 106 ans l'année dernière. Donc c'est une collection absolument prodigieuse. C'est une grande et très importante collection. On dit que c'est la prochaine vente du siècle, la précédente ayant eu lieu à Paris, comme vous le savez, en 2009, qui était la collection Saint-Laurent-Berger. Celle-là, donc, on y retrouve absolument tous les noms de l'art moderne et contemporain. Est-ce qu'on peut avoir un certain nombre d'exemples, François Driclès? Oui, alors il y a plus de noms d'artistes impressionnistes et modernes que contemporains, mais il y a un extraordinaire tableau de Picasso qui est de la période bleue, un Juan Gris magnifique, qui est un chef-d'œuvre absolu. Il y a un Picasso très simple et très élégant, qui est juste une pomme. Il y a Signac, Seurat, Manet, Monet, un Incroyable. Voilà. Incroyable. Et François, on peut la voir où, cette collection? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une vente, c'est aussi une exposition. Alors, on pourra avoir 9 chefs-d'œuvre de la collection, 9 tableaux très importants chez Christie's à Paris, 9 avenue Matignon, du 16 au 24. Et la collection sera exposée dans toute sa splendeur, puisqu'il y a énormément de lots, des centaines et des centaines de lots. Des centaines et des centaines de lots. Oui, parce que c'est le contenu de différentes maisons Rockefeller. Il faut savoir qu'en fait, tout est vendu, tout, la famille ne garde rien, c'était le vœu de David Rockefeller, tout est vendu au profit d'œuvres, c'est la grande tradition philanthropique américaine, au profit d'œuvres qui sont soutenues par la famille Rockefeller depuis toujours. Le MoMA dont vous avez parlé, puisque la propre mère de David Rockefeller est à l'origine de la création du MoMA, qui a même été construit sur leur propriété, là où il est né. C'était leur hôtel particulier, qui a été agrandi par la suite, qui est d'ailleurs fermé en ce moment pour être encore agrandi. Harvard, l'université d'Harvard et toutes les nombreuses fondations Rockefeller. Il ne faut pas oublier que les Rockefeller sont des immenses philanthropes et je crois, et j'en suis même sûr, que ça a été la famille qui a été la plus généreuse pour la France. Versailles a été reconstruit après la guerre de 14 grâce entièrement, uniquement par de l'argent Rockefeller. Donc on va voir un certain nombre d'œuvres de cette collection gigantesque à Paris. À Paris. Donc, et est-ce qu'il y a un moment où on verra l'intégralité? L'intégralité à New York. De fin avril à tout début mai, c'est-à-dire du 28 avril au 7 ou 8 mai. Les ventes ayant lieu le 8 et le 9 mai. Question concernant un domaine que vous connaissez bien, qui est le marché de l'art. Dans quelle période vivons-nous? Parce qu'on a l'impression que finalement, il y a une trentaine d'années, c'était le regard et la pratique d'un certain nombre d'initiés. Puis, toutes ces dernières années, avec les richesses qui ont explosé dans le monde, eh bien, les artistes ont explosé aussi, leurs prix, leur comportement, leurs œuvres, la taille des œuvres. Aujourd'hui, au moment de cette conversation tous les deux, nous en sommes où, François Driclès? Le marché de l'art se porte très bien, mais se porte aussi bien que la bourse, que l'immobilier. Nous sommes dans une période où tous les marchés fonctionnent bien. Jusqu'à la prochaine crise. Voilà, il y a des gens qui
prédisent des crises. Le jour où il y aura une crise, le marché de l'art souffrira. Tant qu'il n'y a pas de crise, le marché de l'art tient la route et tient même le haut du pavé. Parfois, avec certains prix énormes, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que tout ne marche pas bien non plus dans le marché de l'art. En tout cas, François, on va aller voir donc Avenue Matignon ces Merci 9 beaucoup. tableaux exceptionnels de la collection donc, de David Rockefeller qui nous a quittés, enfin qui a quitté le monde à plus de 100 ans, philanthrope. Et puis l'essentiel de cette collection sera montré avant sa dispersion donc à New York. On va rappeler la date. 8 et 9 mai prochains. Voilà, ça va être gigantesque, non? Gigantesque, un événement. Merci. La plus grande vente qui n'aura jamais eu lieu. Merci mille fois. François Driclet, c'était notre invité donc pour le départ de ce 300 millions de critiques. Voici le sommaire. Nous sommes à la Philharmonie, dans ce lieu exceptionnel, dans cette salle de répétition, vous voyez, avec un extraordinaire Steinway. Un portrait d'une princesse peint en 1974 par l'artiste nigérian Ben Nwanwu a été vendu aux enchères pour plus d'1 million d'euros. Les commentateurs ont parlé d'une Mona Lisa africaine pour évoquer cette toile. Une comparaison qui a dérangé. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Le jeune acteur franco-américain Timothée Chalamet est la nouvelle coqueluche du cinéma mondial. Prodige ou effet de mode, nous en débattrons. Grand Corps Malade est en quelque sorte le père du slam francophone. Son 6e album, intitulé Plan B, est-il à la hauteur de sa réputation? C'est un des sujets de cette émission. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui crée, c'est dans le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Vous allez découvrir donc ceux qui vont vous accompagner pendant toute l'émission, 300 millions de critiques, en commençant par Pascal Bourgault de la RTBF qui vient d'échapper à un gigantesque fou rire, mais ce fou rire peut la reprendre immédiatement, il suffit de la regarder. Bonjour Allez Guillaume. Pascal, un petit effort, ben voilà, c'est reparti. Face à elle, Michel Serruti, bonjour mon cher Michel. Hello, Guillaume. De la radio-télévision suisse, et comme nous sommes réalisés par une sorte de Coppola du face-à-face, hop, nous passons de l'autre côté à Mobé, comment ça va? Mieux, mais Mieux. impossible, saurait souffrir. D'accord, eh bien c'est parfait, nous sommes ravis. Nous avons maintenant rendez-vous avec le Canada, Claudia La Rochelle. Ma chère Claudia, bonjour. Bonjour. Vous êtes zen, Oui. ça se sent. Oui, toujours. Nous repartons de l'autre côté. Bonjour ma chère Laura, vous allez Bonjour, bien? Guillaume. Laura Tenouji de France Télévisions, nous allons évidemment consulter avec elle le web et tout le reste. Et nous terminons par celle qui aussi est menacée par un fou rire violent. C'est Estelle Martin de TV5 Monde qui va me regarder. Je vais baisser la tête, mais dès que je vais relever la tête, elle va hurler de rire. Attention, c'est parti. Ah, voilà. C'est trop fort. La manipulation C'est des fous est un truc magnifique. extraordinaire. C'est le talent, c'est le style. Nous allons commencer par un sujet qui est un sujet concernant la peinture et concernant un magnifique pays qui est le Nigeria, avec le portrait de la princesse qui s'appelle Ife Adetutu Ademiluyi. Elle est surnommée donc Toutou, vous pouvez effectivement m'applaudir, Oui, bravo, par bravo, 1974 par l'artiste nigérien qui s'appelle Ben Nwanwu. Il a été vendu aux enchères, ce tableau, pour plus d'1 million d'euros il y a peu de temps. Les estimations étaient 3 fois plus basses. À l'annonce de ce prix record, les commentateurs, donc dans tous ces journaux, ont parlé d'une certaine forme de Mona Lisa africaine pour évoquer cette toile. Et c'est une comparaison qui a dérangé donc Marie-Cécile Zinzou, présidente de la Fondation Zinzou, comme elle l'a expliqué dans le journal d'Afrique de TV5 Monde. Et après, nous allons débattre. Est-ce vraiment nécessaire aujourd'hui de parler de Joconde africaine quand on peut parler d'un tableau qui serait voilà, Toutou de Ben Nwanwu? Aujourd'hui, on n'est pas obligé de qualifier la Joconde de Toutou européenne. Donc je pense que voilà, il y a des choses qui ne sont pas comparables et il faut juste les laisser vivre leur vie de chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre-là a autant de place que la Joconde sans avoir à être comparé. Qui se jette à l'eau pour commencer par évoquer ce tableau? Amobé. Au hasard. Au hasard. Je suis la portion congrue de l'humanité africanoïde de Voilà. ce plateau, donc j'y vais. Je vais commencer par un bel adage. Les histoires de chasse appartiennent à ceux qui les racontent. Les Africains n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Si ce sont les autres qui racontent leurs épopées, ils les racontent en leur faveur. Donc en fait, l'Afrique est un peu en manque. Je précise peut-être que le marché de l'art se partage essentiellement entre l'Asie, les États-Unis et un peu l'Europe. Donc il faudrait que ça change. L'Afrique est en manque. Ça a changé, il y a eu beaucoup d'expositions d'art africain contemporain. Je parle de marché, je ne parle pas de visibilité. Absolument. Et en l'occurrence, aujourd'hui, une petite baffe. Aujourd'hui, l'Afrique est en manque de curateurs, de galeries, de collectionneurs, de marchands d'art, etc. Ce qui change, c'est qu'il y a une nouvelle génération. On connaît les syndicats de colo, il y a des activistes militants, des marchands d'art qui font bouger un peu les choses. Il y a quelques événements
On connaît bien sûr la Biennale des Arts de Dakar, on connaît évidemment ce qui se passe, les rencontres de la photographie à Bamako, mais ça n'est pas suffisant historiquement pour être court. Il y a 3 grands jalons, 1989, les magiciens de la Terre, ensuite en 2005, Magnifique donc exposition. absolument Africa Remix, et plus récemment Africa Kitoko, Congo Kitoko, la beauté du Congo. Donc ce qui doit changer, c'est l'avènement d'une nouvelle génération de collectionneurs d'art. Et ça change un peu. Pourquoi Madame Zinzou n'est-elle pas contente? Ben parce qu'en fait, l'Afrique, depuis Braque, Derain, Picasso, a influencé, on va dire, la geste des grands maîtres de la peinture, mais pourtant ne s'appartient pas. Aujourd'hui, les prescripteurs, ils sont tous sauf africains. Donc il faut que ça change. C'est ça le problème. Ce qui l'agace, Marie-Cécile Zinsou, c'est que déjà, elle a une fondation importante pour l'art au Bénin. Et ce qu'elle explique, c'est que ce qui l'agace, bon, après, je trouve que c'est peut-être un débat un petit peu étonnant, c'est qu'on parle de la Mona Lisa africaine. Et elle dit pourquoi il faut aller du côté de l'Europe ou du côté de l'Occident pour parler d'une œuvre africaine. Après, je pense que c'est surtout pour être accrocheur, c'est-à-dire qu'on dit Mona Lisa, c'est un truc de journaliste, mais voilà. Les jeunes actrices tout le temps. Voilà, c'est ça. C'est la nouvelle de neuf. C'est juste pour vendre du papier, et d'ailleurs ça a réussi, mais en revanche, là où elle était plutôt optimiste dans le journal Afrique sur TV5 Monde, c'est qu'elle expliquait que ça commence à bouger. C'est vrai qu'on voit qu'au Nigeria, là, justement la maison aux enchères Bonhams qui a vendu la Mona Lisa africaine s'est installée au Nigeria et qui a de plus en plus de manifestations. Exactement, et qu'il y a de l'argent. Il y a, je voyais 165 millionnaires africains. Donc on attend qu'ils fassent comme les Chinois, c'est-à-dire qu'ils investissent dans l'art de leur pays, de leur continent, alors pas pour faire une bulle spéculative, mais pour faire vivre ces artistes qui, comme je pense à Solis Cissé, qui retourne souvent à Dakar, qui est un artiste africain, qui sillonne dans le monde entier. Et c'est vrai que, alors là, pour faire un peu le pendant, c'est-à-dire que les artistes africains, ils veulent être reconnus comme des artistes africains, mais avant tout comme des artistes mondiaux. Voilà, c'est tout. Des contemporains, c'est pas juste africain. Exactement. Et ce qu'elle dit aussi, c'est que, en fait, la princesse Toutou, c'est bien bien vous êtes revenu sur Terre, vous. Bah oui, je suis là et je ne ris plus, mais je vais vous faire rire dans 2 minutes. Non, ce qu'elle dit, c'est que c'est beaucoup plus, la princesse Toutou, c'est beaucoup plus que la Mona Lisa pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un symbole de la réconciliation. À l'époque entre deux communautés au Nigeria. Voilà, entre les Yoruba et les Igbo. Et on sait que le Nigeria est traversé de tensions tribales, ethniques. C'est une fédération qui tient, mais qui a beaucoup de tensions. Et donc, ce tableau, à l'époque où il a été peint, symbolise cette réconciliation, cette paix. Et donc, pour les Nigérians, c'est extrêmement important. Elle est aussi le symbole de cette énergie qui traverse Lagos, qui devient une place centrale du marché de l'art, de l'exposition. C'est-à-dire qu'elle n'a pas seulement eu lieu à Londres, là, en direct, elle était en direct retransmise à Lagos. Enfin, c'est quand même important pour l'art africain. Souvent dans le marché de l'art aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'Afrique, c'est qu'il y a une revendication nationale. Maubé avait raison, l'histoire de l'art se définit en gros entre Europe et États-Unis, pour simplifier. Récemment, les Chinois. Mais c'est d'abord un dialogue entre l'Europe et les États-Unis. L'art moderne ou l'art de la Renaissance a été inventé en Europe. Et puis après les années 50, tout est passé du côté de l'Amérique. Tout d'un coup, se réveillent les consciences nationales. En Pologne, en Iran, évidemment en Asie et donc maintenant en Afrique. Et du coup, des gens qui, il y a 25 ans, étaient considérés comme des artistes totalement mineurs dans ce registre du décryptage américano-européen, prennent une valeur et financière et esthétique considérable. C'est très compliqué de réussir à voir cet art contemporain africain aujourd'hui sans forcément être pris par ce qui fait notre propre identité, notre propre culture. De réussir à sortir ça. Évidemment, quand on regarde la Joconde, on voit la Renaissance de Vinci, l'Italie, un certain modernisme, il y a une fierté. On est pris par tout ça quand on voit ça. Quand on regarde un tableau d'art contemporain africain, en général, c'est plus compliqué parce que c'est très compliqué de sortir de la culture, de l'identité qui nous a créés et qui est une identité, une culture qui est marquée par le sceau de l'Occident, avec la colonisation, avec les problèmes qu'on a l'habitude de mettre en avant pour l'Afrique. Il y a les deux côtés, c'est-à-dire qu'on le disait, les artistes africains d'aujourd'hui, ils se nourrissent effectivement de leur culture, évidemment, mais aussi du monde. Enfin, c'est des artistes qui voyagent énormément. Je parlais de Barthélemy Togo, de Solis Cissé. Enfin, je veux dire, ils sont comme les artistes. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même Ils ne se sentent pas territorialisés. Non, il faut pas par leur identité. Il ne le faut pas. Et franchement, et je trouve qu'il y a quand même un mouvement. On en a parlé avec une 54. Je le dis en français parce qu'on est sur une chaîne francophone et mon anglais est terrible. Cette manifestation qui a lieu à Londres, maintenant on l'a l'ACA, et c'est spécialisé dans l'art contemporain africain. D'ailleurs, ce qui énerve les artistes, enfin, ils trouvent ça bien, les artistes africains, mais après ils disent on aimerait bien être à la FIAC, comme les autres. Et je trouve qu'il y a quand même, en tout cas, une prise de conscience, on en a déjà parlé. Il y en a à la FIAC. Il y en a à la FIAC. Quand je dis il y en a, on a l'impression que je parle de
Et puis, sorte de quantité. Mais et puis parfois, ce qui est un peu dommage aussi, c'est Barthélemy Togo, il est connu pour ses aquarelles qui sont absolument magnifiques. Et on lui demande de faire que des aquarelles. C'est-à-dire qu'il a une palette énorme. Et on lui demande beaucoup de faire des aquarelles pour en avoir qui lui demande les marchands d'art. Eh ben voilà. Parce que ça paye. C'est donc tout. tant que la solution. Exactement. Donc Oui, je dis que finalement, c'est ça. En fait, je trouve que tant je que la connais ce solution- garçon, on ne lui demande pas tous les matins au téléphone, fais-moi des aquarelles, fais-moi des aquarelles. Non, mais tant que la solution ne sera pas endogène et africaine, on tapera dans le vide. Juste pour nos téléspectateurs et tristes, il y a un type formidable qui est ivoirien, galeriste, et qui est un collectionneur, qui s'appelle Jean-Philippe Aka. Tous les ans, il établit un board, on va rester francophone, un listing des 100 artistes les plus importants du continent avec une classification. Donc on peut savoir quels sont les plus gros vendeurs, quelle est leur valorisation, mais c'est une démarche africaine. Ce que vous dites pour la peinture, c'est la même chose pour les maisons de disques. Lorsqu'un artiste africain signe dans une major, s'il signe chez Universal, les directeurs artistiques, ils ont le prisme d'une vision et vont dire tiens, ton intro, il faut que tu la fasses formater au format des radios. C'est un côté positif, en quelque part, enfin pas positif, mais ça veut dire que les artistes africains sont devenus des artistes comme les autres. Ma chère Claudia. Moi, ce que j'en retiens, puis je rejoins Pascal dans ses propos, j'en retiens que c'est aussi une figure, cette princesse Toutou, une figure qui représente aussi l'émancipation féminine. Et ça, c'est important dans la culture et c'est important aussi de s'en rappeler quand on regarde cette œuvre-là. C'est une œuvre majeure en ce sens-là, mais c'est aussi l'effet que ça m'a fait quand j'ai regardé. Parce que moi, évidemment, je ne l'ai pas vue en réel, la toile, évidemment. Mais je suis allée voir des reproductions en ligne et j'avais jamais vu, j'avais jamais pris contact avec cette toile-là. Elle est mystérieuse. Il y a toute une forme d'aura qui s'en dégage. Elle est magnifique. Pour moi, elle m'a fait plus d'effet, et je m'excuse les Français, mais plus d'effet que la Mona Lisa. C'est venu... Non, je vous jure, parce qu'il y a cette histoire en arrière. Tant mieux. Léonard de Vinci n'est pas à nous, c'est vrai. Non, mais il est un peu italien. Elle est au quand même. Ce matin, vous avez pris un petit déjeuner ou vous avez fumé la moquette parce que... Les Yoruba sont des grands sorciers. Attendez. Non. Ce n'est pas un registre ethnocentrique qui s'adresse à vous. C'est une provocation pour essayer de comprendre. Oui, mais elle est venue vraiment me chercher avec ça. Je trouve aussi que toute l'histoire en arrière de cette toile-là, on l'a perdue, on les a retrouvées. Il y en a 3 qui existent. On n'en a retrouvé qu'une, je pense, parmi ces 3. Un peu au hasard dans un appartement à Londres. Voilà l'histoire. Oui, voilà. Mais l'histoire est intéressante aussi. Alors, il y a tout ça qui se dégage de cette forme d'art-là. Si on peut revenir à la question pourquoi est-ce que d'autres posent des labels de qualité sur les œuvres africaines, encore une fois, c'est parce qu'il n'y a pas de mouvement en marche des États africains avec le sens de la responsabilité. Le président Macron a annoncé qu'il était ouvert à favoriser le rapatriement des œuvres en Afrique, mais là, on tombe sur un hic qui est purement administratif. C'est que beaucoup de ces œuvres qui sont en France sont rattachées au patrimoine national. Donc, il faut une déclassification, il faut des lois. Mais à part le Bénin, qui est très velléiste, la Fondation Zinsou, mais l'État aussi, il y a très peu de velléité. Il y a de très bons artistes africains. Au Maroc aussi. Au Maroc, quand même. Attendez, chacun son tour, autrement nous n'y arriverons absolument Exactement. pas. Ma chère Laura, vous arrivez avec le web. Oui, j'incarne finalement le pays du web francophone. Vous êtes le web. Je suis le web. Et sur le web, justement, c'est différent, ça change, puisqu'on promeut l'art africain beaucoup plus. Et quand on parlait de changement, ça peut aussi passer par le digital, puisqu'il y a de plus en plus de petites galeries qui vont sur Internet pour se faire connaître, justement, au-delà du continent et trouver des acheteurs. Et ils trouvent des acheteurs aux États-Unis, en Europe. Il y a notamment une jeune entrepreneuse ivoirienne qui a créé Ayoka. Et Ayoka, elle veut faire connaître plein d'artistes, justement, africains contemporains à des prix. Alors, il y a tous les prix, mais ça commence à des prix raisonnables quand on veut collectionner. Et elle fait connaître cet art au-delà des frontières, et c'est plutôt bien. Il y a plein d'autres sites. Il y a Art Afrique et même le célèbre site Artspur que vous devez connaître, Guillaume, qui recense beaucoup. Non, mais vous ne pouvez pas le connaître. Il y a les plus grands peintres. Et il y a tout un... Alors, ça va peut-être énerver, mais il y a un département art africain où il y a des toiles qui sont vendues très, très cher sur ce site-là. Donc, peut-être que le digital va permettre ça, va permettre d'aller au-delà des frontières et de créer des galeries virtuelles. Certains disent c'est beaucoup plus pratique. On est là avec nos smartphones et on peut montrer les œuvres en direct et en FaceTime. Alors là, l'amoureux d'art vous dit non, non, non et non. Je vais vous dire pourquoi. Ça attire. Non, mais oui, mais... Ça vous donne envie de faire le voyage. Ah oui, ça attire.
Voilà, ça fait connaître si jamais il y a... Regardez, si Claudia, vous n'avez pas elle a Internet. été envoûtée par la princesse Toutou. Uniquement sur le web. Mais il y a l'histoire aussi derrière, l'histoire dont on parle. Claudia Ah, a non. une nature envoûtée. Non, j'ai pas du tout. Attendez, les prochains sujets, vous allez voir, je suis pas si envoûtée, pas du tout. Mais Ce que je voulais l'histoire simplement est dire... intéressante. Elle est belle, hein Bah, elle est magnifique, cette toile, je veux dire. Mais Claudia, tout va très bien, Claudia. Nous sommes une joyeuse bande, 300 millions de critiques, bonjour tout le monde. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que vous ne pouvez pas voir un tableau, imaginons que ce soit un tableau, par exemple, carré noir sur fond blanc de Mondrian, et comparer ou avoir la moindre idée du même tableau dans une reproduction qui soit photographique, soit sur le web. Et pourtant, Là, on achète de sur le plus web, en plus sur le web, sans voir la oui, toile. D'accord, mais ça ne veut pas dire que si vous voulez voir quelque chose, c'est la même chose que d'écouter, on est à la Philharmonie, c'est la même chose que d'écouter le Bien Philharmonique sûr. de Berlin ici. Mais c'est mieux que d'écouter rien. dans un CD, c'est pas pareil. C'est une première approche. Nous allons parler d'un sujet qui passionne les jeunes femmes. C'est Surtout Estelle. Pas que les jeunes femmes, Mais on peut d'ailleurs. partir. Les jeunes hommes aussi. Et les jeunes hommes aussi, je vois pas du tout de quoi Et même vous les voulez vieux. parler. Nous allons donc parler d'un jeune homme qui s'appelle, attention, je suis très précis car je suis surveillé, Timothée Chalamet, qui est la nouvelle coqueluche du cinéma américain. Nommé dans la catégorie du meilleur acteur aux Oscars 2018 pour son rôle dans Call Me By Your Name. Il est également à l'affiche de Lady Bird. C'est un prodige absolu, dit-on, ou un effet de mode. Nous ne le savons pas, mais nous allons en débattre après la bande-annonce de Call Me By Your Name, que voici. Professor Perlman. Thank you so much. So nice. Je suis très confiant, hein? I can show you around. That'd be great. Thank you. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. That sounds fun. All right, later. Sicuramente è meglio di quello dell'anno scorso. Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later. Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks. Muscles are firm. Not a straight body in these statues. They're all curved. Sometimes impossibly curved, and so nonchalant, hence their ageless ambiguity, as if they're daring you to desire them. Oh, to see without my eyes, the first time that you give. Is there anything you don't know? Boundless by the time I cry. You only knew how little I know about the things that matter. Build your walls around. What things that matter? White noise, what an awful sound. You know what things. Rumbling by road. You saying what I think you're saying? Feel my feet above the ground. Shouldn't have said anything. Just pretend you never did. Nature has cunning ways of finding our weakest spot. Blessed be the mystery of love. Call me by your name and I'll call you by mine. Ma chère Estelle, je Oui, me mon mets cher à hurler Guillaume. comme un débile. Mais pas du Pour tout. une raison extrêmement C'est un simple, ténor. c'est que ce Timothée vous fait battre le cœur. Non, ce qui me fait battre le cœur, c'est l'engouement médiatique. Et c'est le côté chauvin des Français. C'est-à-dire que ce jeune homme donc, est américain, son père est français, donc il parle très bien français. Alors c'est vrai qu'Hollywood est tombé en amour avec Timothée Chalamet, mais la France aussi. Il a fait toutes les couvertures. C'est incroyable. On le compare à James Dean, à Alain Delon. Enfin, j'ai l'impression que ce jeune homme est une nouvelle, je sais pas, la nouvelle star. Après, moi, je le trouve extrêmement touchant parce qu'il est très frais. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, notamment sur France Inter. Ouais, c'est un compliment de dire un Surtout type quand il qui est mange très du frais. Non, mais parce qu'il est C'est pas un yaourt. il est Il tellement a 22 ans. il a 22 ans, il est tellement américain dans le côté où il est extrêmement enthousiaste. Après, ce qui est marquant aussi, c'est ses choix d'acteur. Il n'a que 22 ans. Deux, trois choses Oui. qui sont typiquement du domaine de l'Amérique. Parents, tous dans le métier. Grands-parents, oncles, Voilà. tantes, la sœur. Deuxièmement, le métier du lycée showbiz. à l'extérieur de New York où on ne fait que ça, car il faut rappeler que l'Amérique fabrique des Justin Timberlake à l'appel. Il était au lycée La Guardia qui a inspiré Femme. Voilà. Exactement. C'est Donc, un enfant de la Il balle. est plongé là-dedans. Il a commencé à 4 ans et demi, en gros. Voilà, et Je puis caricature. il a été dans des séries très connues comme Homeland. Et là, mais ce qui est quand même intéressant, où il est joué le fils un peu, il n'était pas bien dans sa peau, on va dire.
Et donc là, ce qui est intéressant, c'est quand même les choix d'auteurs. C'est-à-dire, là, Call Me By Your Name, c'est quand même un film italien, français... je ne sais plus quelle est la dernière, espagnole, voilà, et qui est vraiment une histoire d'amour homosexuel. Donc c'est quand même c'est une histoire d'amour avec un jeune homme plus âgé que lui. Il y a une scène de masturbation avec une pêche d'une justesse incroyable. Non mais je veux dire, il faut quand même oser. Non mais il faut oser. Vous en parlez depuis un moment. Ce qui est bien, c'est que j'aimerais connaître l'inverse. Quelle pourrait être une scène de masturbation avec une pêche? Sans pêche. C'est pas juste. Non, mais il prend des risques. Quelle est la différence? Il pourrait choisir de faire des comédies à l'eau de rose et tout. Non, il choisit de vrais auteurs. Lady Bird aussi, c'est du cinéma indépendant américain. Donc voilà, non, je pense que ce garçon, et pour l'avoir écouté de nombreuses interviews, il a vraiment envie de faire du cinéma d'auteur. Et James Ivory, quand même, qui donc a adapté le scénario de Call Me By Your Name, arborait une chemise à son effigie pour les Oscars. Donc pour vous dire que tout le monde est en amour avec Timothée Chalamet, et moi aussi. Et en plus, il supporte Saint-Étienne. C'est quand même courageux. J'adore la chute. Moi, je dis, il est courageux. Allez, voilà, je vous laisse. Si on faisait la collection des arguments d'Estelle Martin, donc il supporte Saint-Étienne. Deuxièmement, la masturbation avec la pêche, c'est le top du top. Mais c'est une scène incroyable. Troisièmement, il fait que ça depuis qu'il est tout petit, donc il n'a strictement aucun mérite. Quatrièmement, non, j'ai pas dit ça. Il a beaucoup de talent. Tu veux repartir? Alors, moi, je vous confirme que Timothée Chalamet a choisi des films d'auteur, puisque le prochain film, c'est un film belge. Bravo. Alors, c'est Félix Van Groningen, que tout le monde connaît ici, puisqu'on en a déjà parlé. Vous vous souvenez du Belgica, qui se passe dans un bar gantois. Voilà. C'est lui qui avait fait aussi La merditude des choses, Alabama Monroe, voilà. Et donc là, il fait un film, il va incarner un jeune athlète qui est promis à une belle carrière et puis finalement qui tombe dans le monde illicite de la drogue. Et donc c'est son père qui va le sauver. Alors, c'est pas tout à fait un film indépendant, puisque c'est quand même Brad Pitt qui est venu chercher Félix Van Groningen, il faut quand même tout dire. C'est Brad Pitt, sa boîte de prod. Produit des films indépendants qui passent chez Sundance, voilà, etc. Plan B, exactement. Et donc, voilà, donc ça, c'est la prochaine scène, on l'attend. Je ne sais pas s'il y a une scène que vous avez décrite. À la pomme voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Et alors, c'est la première fois que Groningen va tourner en studio, puisqu'il est plutôt habitué à... Donc, vous lui promettez à une grande carrière. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Comme les James Franco, comme dans les mains d'un réalisateur belge, il ne peut que briller, qu'être extraordinaire. Et je suis sûre que nous allons en parler ici, sur ce plateau. Eh bien, moi, je suis, envoûtée, comme on le disait tout à l'heure, mais je suis surtout méfiante. Je me méfie toujours des jeunes prodiges, dans ce sens que Mais l'Amérique en produit par paquet. Oui. Tyson et les autres. Enfin, oui, bien sûr. Chez nous, on a Xavier Dolan. Et Xavier Dolan, je peux dire que lui, c'est un vrai prodige. Pourquoi prodige? Parce qu'en plus de jouer, il joue depuis qu'il est tout petit. Son père était acteur, il l'est toujours, Manuel Tadros. On est dans la même situation que la famille Chalamet-Chamallow. Oui, voilà. Alors, on parle... Chalamet. On parle d'héritage. Effectivement, c'est l'héritage, c'est les ancêtres aussi, ça se transmet, ce goût, ce désir de jouer, la création artistique et tout. Xavier Dolan, il y a une longueur d'avance, selon moi, sur Chalamet. Entre autres, il est pas tellement plus. Il a 22 ans, Chalamet, Xavier Dolan, 25 peut-être, 26. Mais Dolan, en plus de jouer, il scénarise, il réalise, il fait même le montage par moment de films. Il est joué partout. Je veux dire, il a écrit il a remporté des grands. Tom à la ferme, c'était aussi... oui. Donc en fait, il faut que Xavier Dolan. Mais je suis fière de Dolan fasse appel à Timothée Chalamet. Mais il faut que Xavier Dolan fasse appel à Timothée Chalamet, mais il y a plus d'une corde à son arc aussi, ce que Chalamet joue. Sur Timothée, est-ce que les hommes en voient au chapitre? Bien sûr, et même les réseaux sociaux. Et même les réseaux sociaux. La dernière fois qu'un jeune éphèbe a surgi comme ça dans le Rubicon médiatique mondialisé, je suis resté quoi? Surtout que lorsqu'on est un peu Johnny Belle-Gueule, c'est difficile d'établir une carrière. Et c'était un certain Leonardo DiCaprio, qui pour moi est l'un des plus grands acteurs de la planète. Donc, si je pars de ce postulat, je dis qu'il est en ballottage plutôt favorable. Grapes, l'un des premiers films. Ouais. Tu sais, vous pouvez rajouter 3 mots. Hein. Non, mais moi, je suis... c'est vous le chef d'orchestre, je suis le métronome. Je suis votre partition. Vous pouvez développer, c'est ça que je voulais dire. Non, mais j'ai déjà tout dit, je suis resté quoi?
Ah, vous êtes resté quoi? Avec Amobé, on est parti boire un café, on a suivi la discussion de l'extérieur, et puis on vient juste comme ça vous quoi ajouter un petit mot. Non, mais simplement de dire, effectivement, voilà, la carrière d'acteur, elle est évidemment, elle est en grande partie, elle est en partie en main de l'acteur et de son agent, et puis après, le reste, il y a une partie de public et une partie de chance. Ça me rappelle un musicien qui était, je ne sais plus, à Berkeley, Red Juilliard, et qui disait devenir célèbre en musique, c'est à la fois être dans le bon train, à la bonne heure, et dans la bonne voiture. Enfin, je veux dire, indépendamment du talent en plus. Donc effectivement, ce garçon, il est formidablement bien parti parce qu'il a fait des bons choix, il a l'air de continuer de faire des bons choix. En tout cas, d'après nos informations qui sont toujours dans 300 millions de critiques extraordinairement exclusives, Timothée Chalamet a refusé les Tuches 4. C'est pas ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Alors là, Là, je suis quand même obligé de vous dire, Guillaume, que c'est moi qui lui ai recommandé de ne pas prendre le rôle. C'est toi qui l'as joué. Quand une plaisanterie est mauvaise, on ne la souligne pas. Alors, allons-y, ma chère. Donc sur les réseaux sociaux et sur le web francophone, oui. Timothée Chalamet, indépendamment des articles nombreux qui sortent sur lui, où effectivement il est porté au nu, les Français ne le connaissent pas encore. Donc quand on va sur son compte, sur ses comptes Twitter, Instagram, où il est très suivi. D'ailleurs, si jamais ça ne marche pas dans le cinéma, il pourra être influenceur. Il a plusieurs millions de personnes qui le suivent. Et à mon avis, s'il porte un t-shirt le lendemain, ils sont assez nombreux à aller acheter le même. Donc il n'y a pas un commentaire en français. Je suis allée regarder, j'ai trouvé des commentaires en chinois, en espagnol. Et sur toutes les photos qu'il poste... Vous avez fait ça, vous? J'ai fait ça, j'avais commencé à regarder tous les commentaires en me disant, il y a bien. Quand vous avez regardé les commentaires en chinois, vous avez compris quelque chose? J'ai tout compris. Ils sont comme Estelle, ils sont fascinés par la... Mais c'est amusant ce que vous dites, parce que vous savez, cette fameuse chemise à son effigie, eh bien, elle va être distribuée, vous avez raison, vraiment, il est influenceur, parce que tout le monde voulait la même chemise que James Ivory avec la tête de Timothée Mais pour Chalamet. l'instant, il n'y a pas de Français, et lui ne fait pas de référence à la France. Dans les interviews, oui, mais sur son compte Instagram, on peut s'attendre, justement, puisqu'il aime Saint-Étienne, qu'il fasse un post, ou qui, justement... valorise la France, et bien pas du tout, donc j'ai été très déçue. Il nous présente sa sœur qui est charmante, peut-être qu'elle va devenir comédienne, ses parents aux Oscars, et qui est jeune comédienne, me dit Estelle. Voilà, donc il est très charmant, mais pour l'instant, on n'a pas encore cet engouement sur la blogosphère, la twittosphère des francophones. Voilà, elle a presque tout dit. Et maintenant arrive le moment que vous attendez tous, toutes les semaines, dans 300 millions de critiques, cet exploit exceptionnel qui consiste à faire le tour du monde de l'actualité culturelle francophone en 1 minute et 45 secondes. Regardez. Le calme et la violence, l'eau et le feu, la froideur de la mort, la chaleur de la voix. Bienvenue en Cadé-Bostanie, terre de tous les contrastes. En vidant l'appartement de sa mère, Jocelyn, Franck Dubosc, s'assied distraitement sur sa chaise roulante. C'est le début d'un énorme malentendu. Je suis auxiliaire de vie, je m'occupe de gens comme vous. De gens comme moi? Ah bah oui. L'envie de faire ce film pourrait se résumer à « tu t'aimes pas, c'est pour ça que tu triches ». Je suis le mal-aimé. Je me rappelle le nombre de fois où il disait « Bon, je suis pas très grand, je suis pas très beau, j'ai pas une voix extraordinaire ». Donc il avait conscience qu'il fallait qu'il amène un plus par rapport à ça pour vraiment briller. J'ai décidé d'ouvrir ce musée des échecs parce que j'en ai marre des success stories dont on nous gave. Des objets qui auraient dû finir aux oubliettes. Autant de mauvaises idées, d'énormes bides. Parmi les incontournables, le Soundburger. Un manche-disque portable, version très peu pratique du Walkman. Si tu te penses trop petit pour changer les choses, essaie de dormir dans une tente avec un moustique. Je me fixe 3 objectifs quand j'écris un spectacle. J'ai dit, il faut que ça dilate la rate, il faut que ça touche le cœur. Et si ça stimule l'esprit, ça c'est juste un bonus. Dans La Belle et la Belle, une femme se rencontre elle-même à 2 âges de sa vie. Enchanté, Marc, son ex, se croiser au wagon de bar. À 25 ans d'écart, elles aiment le même homme. La plus âgée va tenter de guider la plus jeune pour lui épargner ses propres erreurs. Je leur dis simplement à toutes ces jeunes, allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Troisième sujet, le 300 millions de critiques. Je vais lire le début et après, je vais mettre ma main sur la bouche. Vous comprendrez pourquoi. Grand Corps Malade est en quelque sorte le père du slam francophone. Son 6e album déjà, intitulé Plan B, est-il à la hauteur de sa réputation de brillant punchliner? Est-il toujours pertinent et impertinent? Nous en parlerons juste après cet extrait du clip
qui fait effectivement le titre de cet album qui s'appelle Plan B. Quand tu voulais faire du sport mais que tu t'es bien planté, un stylo, des métaphores, ça peut faire un bon plan B. Quand tu aimes faire des grasses maths et que tu veux être boulanger, conciliation délicate, prévois plutôt un plan B. Quand ta meuf c'est Kardashian et que tu rêves d'une vie planquée, je te préviens, ça va être chiant, prévois plutôt un plan B. Si tu veux être un artiste et que tu n'aimes pas te tromper, il faut pas que tu insistes, tu peux passer au plan B. Quand tu veux faire du naturisme en Afghanistan, quand tu rêves de gifler quelqu'un mais que t'es son assistant, quand tu veux être élégant avec des mocassins à gland, quand tu veux que tes parents aiment leur jante mais qu'ils les rastent à blanc. Parce que la vie c'est l'obligation de s'adapter sans trembler, que c'est l'art des seconds choix, des autres options et des plans B. Parce que pour le nom de ton nouveau disque, tu avais une belle idée, originale et poétique, mais que t'as choisi plan B. Ma chère Laura, qu'est-ce que le web pense de Grand Corps Malade? Le web pense plutôt du bien. Il a vraiment une grosse communauté de fans. Maintenant, on parle beaucoup plus. On ne parle pas encore énormément de Plan B. On parle beaucoup de son film parce qu'il y a eu Patient, parce qu'il y a eu les Césars et qu'il a eu plusieurs nominations aux Césars, et surtout parce que lui communique autour de son film qui est sorti en Chine, figurez-vous, qui est sorti aussi en Allemagne, donc il poste toutes les affiches. Et surtout, il est en train d'écrire le prochain. Il y aura un deuxième film qui va s'appeler La vie scolaire. Donc il nous fait suivre ça au jour le jour sur les réseaux sociaux. Le scénario, on a le droit à la photo du scénario, il fait réagir. Concernant l'album, les fans, forcément, sont contents, satisfaits, adorent l'album, mais je trouve qu'il y a moins d'engouement pour l'instant qu'avec d'autres albums comme Midi Pile, qui était lui beaucoup plus plébiscité sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce qu'il est actif lui-même sur les réseaux sociaux? Alors il est actif, mais je trouve que ce qu'il poste, c'est très pas dans l'intime, là. Conventionnel. Il ne nous fait pas partager son intimité, c'est des photos de promo. Voilà. Est-ce que c'est lui qui poste tout? Je ne sais pas. En tout cas, sur l'aspect cinématographique, il a l'air d'être très engagé et là, de s'investir plus que sur l'aspect musical. Voilà. Alors maintenant, ils sont en plein casting. Pour ils sont en plein casting pour ce film. Si donc, Timothée Chamallow veut se présenter. Oui, il y a des annonces. Enfin, j'imagine que sur Twitter, ils sont en casting. Ils sont en train de chercher des petits jeunes qui peuvent... Exactement. Pour ce film sur l'école. Voilà, exactement. Puisque vous avez pris la parole, Pascal Bongo, vous allez nous dire ce que vous pensez de ce 6e opus de Grand Corps Malade. Alors, moi, j'invite tout le monde à écouter, comme il y a 2 chansons, cet album, qui sont absolument magnifiques. C'est Dimanche soir, qui est une magnifique chanson d'amour qu'il a écrite pour sa femme. Très franchement, je vous invite à la réécouter, Guillaume, si vous n'êtes pas convaincu. C'est très, très beau. Voilà. Amobé. Touchez-vous le genou. En toute chose, je trouve que lorsqu'on doit expertiser, entre guillemets, la qualité intrinsèque d'un artiste, il y a 2 dimensions, la dimension artistique et la dimension de l'artiste, ce qu'il déploie humainement. Artistiquement, je pense que c'est difficile au bout d'un moment lorsqu'on est sur le slam. Les pionnières, d'ailleurs, je pense que c'était les Nubians qui ont dû s'exiler aux États-Unis. Lui, il est sur un registre qui n'est pas très commun en France. On connaît les Saul Williams dans le monde anglophone, etc. C'est difficile de se renouveler. Je lui donne le crédit d'avoir essayé de faire évoluer un peu sa manière vers le chant. C'est pas toujours équitable de chanson en chanson, mais il a pris le risque de le faire. Il y a 2 titres chantés. C'est énorme quand on ne le faisait pas avant. Dimanche soir, qui est en fait une chanson qui au départ n'était pas une chanson, qui était un poème qu'il avait écrit pour son épouse, pour son anniversaire. Et c'est 2 ans après, sous la pression atmosphérique impulsée par sa dame, qu'il a décidé de la sortir par CD. Donc artistiquement, je pense que c'est inégal, mais j'ai du respect. Par contre, humainement, voilà un artiste qui, je pense, est totalement intègre dans sa démarche. Et ça, c'est à saluer. Il y a un engagement militant et social. Je pense que les artistes sont les vitrines de nos sociétés. Et dans ce sens, je pense qu'ils méritent notre satisfaction. Et je crois que c'est ça qui fait que ça fonctionne auprès du public extrêmement bien. Parce que si on décortique de manière un petit peu chirurgicale et pas forcément très sympathique voilà, son art, c'est vrai que musicalement, c'est très basique, voire très simpliste. C'est vrai que les textes... Alors, il a cette capacité d'écrire des textes qui s'adressent directement à l'auditeur, à l'humain, et puis qui sont très imagés. C'est un faiseur de clips de mots, presque. Il y a les images qui vont immédiatement avec les textes qu'il écrit, sans qu'il y ait autre chose. Mais ce qui lui donne véritablement, on va dire, une dimension supplémentaire, et ce qui fait que ça marche, c'est qu'on sent immédiatement une sincérité, une authenticité chez le bonhomme. Et je crois que c'est ça qui fonctionne. Parce que c'est vrai, il faut quand même admettre, enfin, je trouve personnellement que d'un point de vue purement artistique, si on décortique ça, il faut être un tout petit peu méchant, voilà, c'est très répétitif. C'est quand même de la poésie qui n'est pas forcément de très, très, très haut vol, mais ça a l'avantage de plaire
au plus grand nombre parce qu'il y a cette capacité de s'adresser immédiatement et de toucher les gens. Je crois que c'est ce qui fait vraiment sa force, ouais, clairement. Ouais. Claudia. Il y a une force aussi qui se dégage chez Grand Corps Malade, c'est que, et il réussit assez bien, c'est quand on parle de l'intime, je trouve qu'il le fait très bien, mais qu'en plus, l'intime accède à l'universel. Donc, il rejoint vraiment un public qui aime un peu ce qui est de l'ordre un peu de l'autofiction, de l'autobiographie, mais en plus, il va avoir des préoccupations qui sont vraiment à l'échelle internationale. Et c'est ce que j'aime chez lui. Il est à la mi-temps de sa vie, il a 41 ans. Je trouve que ça se Très ressent. déprimant pour moi. C'est déprimant, ça, Claudia, enfin. Mais c'est vrai? Non, mais J'ai dépassé le mi-temps de ma vie. la moyenne d'âge, quoi, je sais pas, c'est pas 80 ans ans à peu près. C'est 50 ans maintenant? Ah oui, on peut vivre jusqu'à 100 ans, c'est vrai. Alors voilà, en tout cas, il est rendu à un âge où, bon, il y a une certaine maturité, il y a de l'expérience, un peu quand même, hein, disons-le, hein, comme ça. Il lui reste encore quelques années. Il lui reste encore quelques années, 40 ans. Non, mais je veux dire, non, mais dans sa carrière, pour vivre, il y a de l'espoir. Il se nourrit d'espoir. Et on le voit dans ce 6e album aussi. Il y a quelque chose qui est plus mûr, il y a quelque chose de plus assumé aussi. Alors, il est touchant aussi parce qu'il y a un rapport à l'altérité très fort. Il y a quelque chose d'humain chez lui et ça se ressent. Je dois dire aussi qu'il sera au Québec. Il sera chez nous le 14 juin au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Il est très bien accueilli au Québec. Il est un précurseur du slam et il a donné naissance... En français? À plusieurs... Oui, en français, bien sûr, bien sûr. Mais il a donné naissance à plusieurs jeunes slameurs au Québec. Il est l'idole de toute une génération de jeunes slameurs chez nous. Et il manie la langue à sa manière, qu'on aime ou pas. Je veux dire, il s'empare de la langue française et il en fait quelque chose de bien. Bravo. Oui, mais c'est sûr. Mais après, je n'ai rien dit toujours. Hein. Mais après, le seul... Je n'ai toujours rien dit. C'est-à-dire que son histoire est quand même extrêmement touchante, et d'où le plan B, c'est-à-dire qu'effectivement, il a eu cet accident très grave. Est-ce que tu peux me lire le début de plan B, s'il te plaît? Donc ça, cette histoire-là était très forte et ça lui a inspiré des textes très forts. J'ai envie de dire, comme je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Là, le problème, c'est ça, un petit peu ça. C'est-à-dire que là, il nous raconte l'amour, voilà, son amour pour sa femme depuis 12 ans, avec ses enfants. Donc ce sont des histoires mignonnes, mais voilà, c'est plein de bons sentiments. Il y a des histoires très tragiques, comme cet hommage qu'il a rendu à Issam, qui est voilà, quelqu'un qui est mort du cancer. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de bons sentiments. Je pose une question idiote. Hein. C'est un artiste ou c'est un assistant social? Non, c'est pas un assistant social, mais c'est parfois, c'est vrai que les causes ou alors ce qui vous arrive... C'est un artiste engagé. Voilà, ça peut être... Voilà, il est engagé. Après... Je trouve que malheureusement, parfois, ça peut ne pas donner des textes à la hauteur peut-être de ce qu'on attendrait d'un slameur, d'un poète, voilà. Grand texte, avez-vous dit plan B, ça commence, c'est le titre de l'album. Ça commence par quand? Le feu rouge, c'est mieux. S'il vous plaît, cher Non, ami. mais c'est le titre fétiche de Guillaume, c'est plan B. Non, c'est pas le titre, c'est le titre de l'album. Quand pour ton 6e album, tu veux sortir en indé, pour la thune et pour la com, il faut trouver des plans B. Quand tu fais 1m60 et que tu veux jouer en NBA, peut-être que ça se tente, mais prévois quand même un plan B. Quand tu veux de belles vacances, mais qu'en juin, tu as tout flambé, tu vas squatter l'Île-de-France et tu vas chercher un plan B. Voilà, on arrête, continuez. Donc, non, mais voilà, c'est ça. Effectivement, encore une fois, je pense que la poésie est assez Grand simple. Corps Malade, c'est son nom. De Grand Corps Malade est assez simple, est assez direct. Amobile disait, il a essayé de s'ouvrir à d'autres styles musicaux. C'est quand même son album qui est le plus riche musicalement. On aime ou on n'aime pas. Il y a un côté oriental, gypsy. Il y a impertinent. On parlait de l'impertinence. Vous en parliez au tout début. J'ai pas trouvé que c'était tellement impertinent. Même le petit tacle à Patrick Balkany, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est donc un homme politique. Maire de Levallois. Maire de Levallois qui a eu quelques soucis, qui a toujours quelques soucis avec la justice. Bon, voilà, c'est un texte assez sympathique. Il n'est pas enfin, moi, j'ai trouvé... C'est vrai que Patrick Balkany n'a pas aimé, on peut comprendre, mais ce n'est pas non plus redoutable, il n'y va pas au bulldozer. Donc voilà, moi, je trouve que ça manque parfois un petit peu, mais je pense que ça ne va pas avec lui. C'est-à-dire que cette espèce de petite... cette méchanceté qu'il pourrait y avoir, ou ce cynisme, c'est totalement... c'est totalement pas très bien morceau. Moi, je vous conseille, si vous cherchez un slammer, je veux juste un petit coup de pub comme ça, un slammer qui est vraiment cynique, qui est désabusé, qui est... Voilà. C'est un slammer suisse qui s'appelle Narcisse, qui avait d'ailleurs été champion de France de la Ligue de Slam en 2013.
et qui, lui, alors, c'est là où je trouve qu'il y a une vraie différence, pas forcément, c'est deux mondes différents, mais il y a la possibilité de faire du slam et de la musique. Lui est musicologue de formation, et dans son disque, non seulement il joue vraiment avec la parole, avec les mots, d'une manière beaucoup plus impertinente, voire beaucoup plus redoutable qu'encore Malade peut le faire, et surtout la musique, parce qu'il y a de l'électro, il y a du rock, il y a une vraie présence musicale dans ces morceaux, et donc il y a la possibilité, c'est possible, de faire du slam et d'y mettre de la musique qui ne soit pas simplement en accompagnement, mais qui ait une présence qui fasse sens dans le morceau. Narcisse. Si je peux me permettre, au Québec... Et vous pouvez vous permettre. On en a un comme ça au Québec qui s'appelle David Goudreau. C'est un excellent slammer. Et ce que j'aime, c'est justement, puis c'est vrai ce que disait Estelle, il est lisse un peu, tu sais, dans Grand Corps Malade. Il y a quelque chose qui n'est pas impertinent du tout. Il est assez consensuel. Ça oui. C'est pour ça que peut-être assez sage, c'est assez doux. C'est très doux. Puis alors là, c'est un album vraiment de l'apaisement, de l'amour familial. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il plaît. Et c'est vrai qu'il fait le tour de la francophonie, on doit le reconnaître. Oui, mais ça marche. Et le plan B, c'est quand même les une des même. chansons où les paroles sont aussi basiques. C'est pas le cas de toutes les chansons non plus. Non, vous avez pris celle de plan B, effectivement. Aurait dit Aurel Feu rouge, elle est quand même magnifique. Hein. Et la déclaration je vous invite à relire. Vous avez remarqué que je n'ai rien dit. Non, mais vous avez... en fait, on a tous compris ce que vous pensez. Comment? On a tous compris ce que vous pensez. Écoutez, non, je ne sais pas. Je pense que vous devez réécouter cet album avec la lumière. Et ça, je vais peut-être pas essayer de le réécouter, si vous voulez. Voilà, si vous voulez savoir tout ce que je pense. Alors, nous allons enchaîner avec les coups de cœur. Et pour une fois, je vais m'autoriser de commencer, ce que je ne fais jamais, puisque nous parlons de musique, parlons de vrais musiciens. Dictionnaire amoureux du jazz, par Patrice Blanc-Fancard, publié aux éditions Plomb. Donc excellent, c'est une réédition, ça, enfin un ouvrage de référence. Voilà. Alors, Patrice Blanc-Fancard, notamment, je lisais, avant de venir dans cette émission à la Philharmonie, j'en rêvais, tout l'article consacré aux musiciens qu'est Duke Ellington, le passage au Cotton Club, les saxophonistes qui ont accompagné pendant des années celui qui était un peu fondamentalement le Ravel ou le Debussy du jazz, qui en même temps aimait la peinture. C'est une histoire de la musique, d'une musique exceptionnelle, riche. Et c'est vrai qu'on rêverait que Duke Ellington soit vivant pour qu'il puisse montrer à quel point cette musique est extraordinaire, donc dans l'acoustique de la Philharmonie. Coup de cœur, j'ai terminé. C'est à vous, ma chère. C'est très bien, parce que moi aussi, il s'agit de musique. Ça s'appelle StudyTrack. C'est une nouvelle application qui a été créée par un producteur de musique britannique qui a vu que son enfant, finalement, était fan de musique, se concentrait pour la musique, mais pas du tout pour ses cours. Donc, il a créé cette application qui permet aux enfants d'apprendre leurs mathématiques, leur chimie, l'histoire géo, avec des chansons. C'est très bien fait. Ça arrive tout juste en France. Voilà, donc, ça s'appelle comment? StudyTrack. StudyTrack. Voilà. Mais donc il y a la version française alors. Qui vient d'arriver là ce mois-ci en fait. Est-ce qu'on apprend la poésie avec Grand Corps Malade ou pas? Pas encore, mais je vais le suggérer. Ah bon ben. Moi, un coup de cœur, parce que cette nuit, vu que je raconte pas ma vie, mais je vous la raconte un peu, je suis insomniaque, je suis tombé sur un documentaire extraordinaire d'une dame que j'avais oubliée. Je voudrais partager cette passion avec Nocturne. vous. Absolument. Qui n'est pas de Chopin. C'est Rosetta Tharpe. Est-ce que vous connaissez Rosetta Tharpe? La réponse de ma part est non. Rosetta Tharpe est en fait une musicienne, chanteuse afro-américaine, donc une noire, qui est l'ancêtre d'Elvis Presley. Allez taper. Guitare, jeu, etc. Elle a totalement été ignorée. Il y a un documentaire sur elle. Vous pouvez taper Rosetta Tharpe. Elle a tout inventé. Je crois que je vois. Robe blanche. Absolument. Voilà. Elle remplissait des stades, etc. En fait, Johnny, pourquoi je parle de Johnny? Elvis. Johnny pense à vous. C'est une forme d'héritage un peu refoulé, excusez-moi. En fait, Elvis Presley a pompé, entre guillemets, aussi et beaucoup cette jeune dame que personne n'a portée au pinacle. Alors moi, mon coup de cœur est belge, hein, pour ne pas changer. C'est une blague? Ça pourrait. Respire. Donc c'est une exposition au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris qui s'appelle Continent belge, l'art bulle, et donc qui met en valeur 70, comme on dit en Belgique, artistes belges et internationaux, et en Suisse, c'est vrai, tous liés de près ou de loin au mouvement Cobra et surréaliste belge, et c'est donc à Paris, au Centre Wallonie-Bruxelles, jusqu'au 29 avril. Voilà, c'est loué quand vous voulez. Vous y arrivez, hein.
Michel! Un bouquin de mon côté, que l'on doit à un auteur suisse du nom de Joséphine Cardona, qui vient de recevoir pour ce livre le prix du roman des romans. C'est un peu le Goncourt des lycéens à l'échelle romande. Alors, Cardona, on le connaît plus pour ses polars. Il a reçu en 2015 le Grand Prix de la littérature policière pour un de ses bouquins. Là, c'est un bouquin plus autobiographique qui s'appelle Permissé. C'est paru chez BSN Press et ça raconte son enfance de demi-suisse, père italien, mère suisse, en Suisse dans les années 70-80 et la difficulté de trouver son identité, de réussir à s'intégrer. C'est un très joli livre, très bien écrit et qui raconte une réalité personnelle de l'auteur, mais aussi une réalité de la Suisse de ces années-là. Claudia. Mon coup de cœur est français. Est-ce que je peux? Mais bien sûr. Tout est permis, Claudia. Le titre, c'est un roman. Un premier roman, une autobiographie, c'est Fugitive parce que reine, un titre magnifique de Violaine Huymans, je pense qu'on dit ça comme ça. C'est un premier titre, donc, et ça raconte en fait l'histoire d'une mère et de ses deux filles. Une mère qui a visiblement des troubles de santé mentale, qui se promène dans tout Paris à une vitesse folle en voiture, qui est très, très intense, qui a une étrange relation avec sa propre existence, avec les êtres autour d'elle, mais qui demeure malgré tout, une mère aimante, une mère passionnée, adorée par ses filles. Et si vous voulez, ça témoigne d'une autre facette des troubles de santé mentale. Et c'est une autre manière aussi de voir la relation mère-fille, la transmission, autre que ce qu'on a déjà lu en littérature dans les dernières années. Alors, c'est un coup de cœur. J'ai encensé ce livre-là partout au Québec. Alors, comment est-ce qu'on peut rappeler le titre? Fugitive parce que reine, et c'est chez Gallimard. Voilà. Estelle Martin. Alors, un petit coup de marrant, cœur. quand je vous vois, j'imagine un saumon ondoyant. C'est pas une pêche? Donc, alors justement, j'ai un petit coup de cœur féministe, un petit cadeau pour vous aussi. Donc, petit guide du féminisme pour les hommes, puisqu'on a marqué le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, puisqu'après, on s'est dit qu'en fait, il n'y avait pas qu'une femme, une seule, un stéréotype. Donc, je trouve que c'est pas mal, un petit guide pour les hommes, pour nos amis les hommes, pour qu'ils se rappellent que la cause féministe... Nos amis les animaux. Pardon. Non, pas hashtag balance ton grand-père. Non, pas du tout. Donc voilà, c'est écrit par un homme, Jérémy Patinier, aux éditions textuelles. Le voici. Et donc voilà, c'est vraiment drôle. Il y a des quiz, il y a des petits rappels historiques. C'est mon petit coup de cœur à moi. Je vous l'offre, Guillaume. Alors, offrez-le-moi. Mon ami l'homme. Voilà. Comme à 41 ans, on est dans la deuxième partie de la vie, moi. Vous êtes mal engagé. Guillaume, il y a des moustaches. Non, mais il y a des petits quiz. Ah, il y a des moustaches sur la couverture. Ah, bah voilà. Ah oui, mais moi, c'est une sorte de négligence ou... Pour un rôle. Comment? Ah non, ça fait pour un rôle. Non, mais vous savez, vous vous souvenez de Série Noire d'Alain Corneau? J'adorais Patrick Devers, qui était un génie absolu. Et il y a cette scène extraordinaire où il se fracasse la tête contre une voiture dans une décharge. Alors disons, alors que ça n'a strictement aucun rapport. C'est une sorte d'hommage à Patrick Devers que je fais ce matin, ce qui est totalement faux. Voilà. Ciao, à la semaine prochaine. Ça commence d'un cours d'école, entre les courses à des connes, se lance de drôles de calls d'école, tu fais pas dans le décor, on va s'occuper de ton cas. La peur longe les corridors, règlement de compte et corridors. On sacrifie le plus faible pour faire partie du tas. Sur une rumeur ou un fait, t'es plus que témoin. T'as rien à en dire, même si t'en as les moyens. D'ailleurs t'as rien dit, bien content d'être dans moyenne quand ton blessé est le plus petit. C'est la faute au silence, si les salauds salissent, si les missiles s'élancent, si nos sœurs sont salies, c'est la faute au silence. C'est la faute au silence. C'est la faute au silence, si les salauds salissent, si les missiles s'élancent.